Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on commence, je vous rappelle que notre premier livre, Une saison en enfer, le livre tant attendu signé par Antoine Pimel et toute la rédaction de Rivers est sorti. Les expéditions ont déjà commencé, si vous l'aviez précommandé, ça va arriver dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours l'acheter, il est, vous le savez, en édition limitée et exclusivement sur Basket Session, donc vous pouvez passer à commande. Ne tardez pas, comme ça vous serez sûr de l'avoir pour les fêtes et vous serez, ou si vous voulez l'offrir, voilà, vous l'aurez à temps pour Noël. On espère vraiment que ce livre, cette première, vous plaira. Ce dont on est sûr, c'est que c'est quelque chose de 100% original qui n'avait jamais été fait. Voilà, on a hâte maintenant que vous le receviez à votre tour pour que vous nous fassiez des retours. Mais si vous n'avez pas encore commandé, je vous rappelle, voilà, sur Basket Session, vous trouverez tout ça. On a aussi fait toute une série d'offres et de packs pour les fêtes de Noël, avec des offres qui sont vraiment intéressantes, vraiment alléchantes. Allez voir sur notre boutique, sur basketsession.com. Voilà, ça c'était pour l'aspect un petit peu auto-promo. Moi sinon, je suis ravi de rejoindre Shai Mamou, Antoine Pimel, que vous suivez tous les matins dans le CQFR. Et d'ailleurs, comme Antoine vous le réexpliquait ce matin, vous avez pu voir que samedi, exceptionnellement, et non pas exceptionnellement, parce que maintenant ça va devenir une habitude, mais pour la première fois, il y avait aussi un CQFR. C'est le samedi, ça sera le rendez-vous du ce à quoi il fallait répondre, où la rédaction de Rivers et de Basket Session répond à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il y en avait énormément pour la première. On vous en remercie encore de votre enthousiasme. On est obligé de faire un tri, mais c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ça sera votre question qui sera posée. Donc vous pouvez nous les envoyer directement à cqfr.rivers@gmail.com. Il y a le lien de toute façon, enfin il y a l'adresse dans la description de cette vidéo ou de ce podcast audio si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Voilà, donnez-nous vos questions, on fera du mieux qu'on peut pour y répondre. Et justement, aujourd'hui, on a eu envie de repartir sur une des questions à laquelle Antoine avait commencé à répondre samedi, qui concerne les Warriors, les Golden State Warriors, sur lesquels on était tous les trois, je pense, assez optimistes en début de saison. Depuis, il s'est déjà passé énormément de choses. La situation n'est pas aussi simple qu'on aurait pu le croire. Et c'est vrai que de plus en plus de gens s'interrogent sur, finalement, ces Warriors, est-ce qu'on est en train d'assister à une fin de cycle, une fin même de dynastie, entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement un mauvais passage d'une saison d'une équipe suffisamment, suffisamment forte et sûre de ses forces pour pouvoir rebondir? C'est la grande question. On a eu envie d'aller un peu plus au fond des choses, d'autant qu'on est rejoint par Shai, qu'on est ravi de retrouver et qui n'avait pas eu l'occasion de donner son avis. Première chose, comment ça va tous les deux? Eh bah, très bien, nickel, hein, pas de. Alors, si, moi, j'avoue que je suis un peu deg de la température. Il faisait 15 degrés à Marseille et j'ai perdu facilement 10 degrés en quelques jours, mais écoute, Petite le nature, moral est mon là. gars. Attends, Je l'avais dit ce matin, je le répète, moins 11 à Munich avec 50 cm de neige. Là, vous êtes. Ça, c'est du vrai hiver, monsieur. Ça, c'est beau. Mais attention, Shai, si tu retournes à Marseille sans avertir en avance Pierre Armand Samama, je pense qu'il va t'arriver des histoires. Des retours que j'ai eus, ça n'a pas été apprécié par le milieu marseillais, que tu débarques sans t'annoncer comme ça. Donc, le milieu marseillais, ça fait un peu flipper déjà. Ouais, mais je pèse mes mots. Fais attention à tes arrières. En tout cas, tu sais que voilà, c'est comme Marseille, ça peut être une no-flight zone. Vaut mieux vérifier à l'avance qu'on a le droit de venir et qu'on sera bien reçu. Donc, fais attention à toi, Shai. On t'a à l'œil. C'est noté. Bon, un peu plus sérieusement, comme je disais en intro, voilà, dans le CQFR de samedi, on a commencé, du moins, enfin Antoine principalement, à parler un petit peu des Warriors. Shai, moi je serais curieux d'avoir ton avis sur cette question. Avant qu'on rentre dans le détail, peut-être comment, à ce stade de la saison, comment tu juges ce début de saison des Warriors? Est-ce que si tu étais fan de Golden State, tu serais, inquiet? Ou est-ce que c'est encore, on a encore le droit d'être dans la sérénité ou l'optimisme en tout cas? Et je trouve que là, c'est une question vraiment intéressante parce que les gens sont très partagés sur le sujet. Tu as des sujets où la majorité va penser d'une manière ou d'une autre. Et là, les gens sont très partagés entre ceux qui pensent vraiment que la dynastie, parce qu'on peut dire que c'est une dynastie vu la longévité du projet autour de Curry notamment, et de Draymond Green et Klay Thompson. Ils pensent que la dynastie est terminée. Et d'autres, vraiment quasiment la moitié, je pense, qui se disent non, mais
ils ont gagné le droit, le bénéfice du doute, le droit d'avoir du temps pour se relever si c'est compliqué. Et moi, personnellement, je suis un peu à mi-chemin. Je suis un peu, j'ai du mal à me décider. Je sais qu'Antoine, en début de saison, était très optimiste pour les Warriors. Il les imaginait aller, c'était ton candidat en finale à l'Ouest, hein, si je dis pas de bêtises. Et je pense que j'étais plutôt d'accord avec toi. Enfin, ça me convenait, hein, même si je mettais généralement Denver devant. Et là, j'avoue que inquiet, je ne sais pas si inquiet est le bon terme, même si c'est peut-être le plus proche de ce que je ressens, parce c'est trop poussif à mon goût, c'est trop incertain en fait. Les individualités, beaucoup d'individualités me déçoivent. Le collectif globalement, je le trouve c'est un peu bancal sur les performances, c'est-à-dire il y a trop de matchs où ils ont de l'avance et ils se relâchent et ils n'arrivent pas à repasser devant quand il faut. Ils perdent des matchs qu'ils doivent jamais perdre. 9 défaites sur les 11 derniers matchs. Alors on peut décrire ça comme une mauvaise période, une mauvaise dynamique qui va s'arranger avec des retours de blessures, des joueurs qui étaient en méforme et qui ne le seront plus. Mais je suis en train de pencher vers le camp des inquiets, ouais, je pense. Parce que même si je ne vais pas les enterrer, parce que comme leur dit Clay, et ça l'agace particulièrement, ils ont gagné le droit d'avoir un peu de temps et de traverser des périodes compliquées. Je trouve quand même que c'est en tout cas pas rassurant, ouais. Antoine, qu'est-ce que maintenant que tu as eu le week-end pour digérer un petit peu la question et y réfléchir, est-ce que ton point de vue a bougé ces dernières 48 heures? Non, je vais rejoindre Shai. C'est vrai que donc la question qui nous avait été posée, c'était de savoir, comme tu l'as dit, est-ce que la fenêtre, elle est encore ouverte? Moi, je suis un peu comme Shai, je suis à mi-chemin. Alors de manière plus optimiste peut-être que Shai, mais je pense pas que la fenêtre est complètement fermée. Je pense pas qu'elle soit vraiment ouverte non plus. Donc je suis effectivement, entre les 2. Après, je pense qu'il y a encore je pense que les Warriors peuvent encore être compétitifs. Je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur bilan indique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont à 9 victoires et 11 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Je vais revérifier ça exactement, mais il me semble que c'est ça. Et ils sont classés 11e à l'Ouest. Voilà, 11e à l'Ouest avec 9 victoires, 11 défaites et 3-7 sur les 10 derniers matchs. Du coup, voilà, c'est une équipe qui ne fonctionne pas très fort en ce moment. Kevin Garnett les voit carrément pas en playoff. Tu vois, moi, j'ai pas cette. Même pas en play-in, hein. Pas en play-in. Ouais. Il a dit c'est pas une équipe de playoff. Il leur lance en disant est-ce que mais au moins du play-in, et il dit je vois des équipes meilleures qu'eux aussi pour le play-in. Je pense que sur ça, ils se trompent. Non, là, je pense vraiment qu'ils se trompent. Je pense que Golden State a encore vraiment des atouts à faire valoir. Il y a beaucoup de blessures. Après, est-ce qu'on peut vraiment prendre les blessures comme une excuse aux Warriors? On sait que c'est une équipe qui est vieille, en tout cas ses cadres sont âgés, et du coup des blessures, elles sont prévisibles. En plus, il y a théoriquement de la profondeur pour les compenser en partie, et malgré ça, on voit bien que ça pose des problèmes. Alors là, il y a beaucoup de blessés en même temps quand même. Il y a Wiggins qui était absent, il y a Chris Paul qui est absent, il y avait Gary Payton qui est absent pour plusieurs semaines, donc il y a quand même beaucoup de blessés. On sait que Draymond Green a raté le début de saison, etc. Je pense qu'au complet, cette équipe, en fait, je pense que sa fenêtre, si elle est au complet, et que les bonnes rotations sont trouvées, cette équipe peut encore aller loin en playoff. Peut-être pas gagner. Je pense que gagner, il y a quand même d'autres équipes que je mets devant, mais elle peut aller loin. Et des fois, aller loin, ça suffit parce que aller loin, ça sous-entend que t'es proche du but. Et là, des fois, ça joue sur de l'aléatoire, de la chance, des blessures dans l'équipe d'en face, etc. Donc, je pense qu'au complet, cette équipe a les armes pour aller loin. Après, il faut trouver les bonnes rotations, on peut en parler, hein, j'ai quelques idées là-dessus aussi. Et pour l'instant, je dirais que ça n'a pas encore été complètement trouvé. Ce que je trouvais intéressant dans les propos de Kevin Garnett, que je partage pas comme vous, là, je pense que c'est quand même voir les choses un peu trop de manière négative, c'est le côté, tu sais, enfin vous savez, il y a un moment où finalement la fenêtre s'est refermée et parfois on est on s'en rend pas compte ou on s'en rend compte trop tard, un petit peu de la même manière que souvent des joueurs qui ont été des très forts défenseurs, on garde d'eux une image de stopper alors qu'en fait ça fait déjà 3 ans que c'est fini. Je veux dire, ça a été le cas pour Kobe, c'est le cas pour Chris Paul, il y a plein de joueurs comme ça. Les Warriors, ce qui commence un peu à m'inquiéter quand même, c'est que vu l'âge avançant, le niveau de la ligue s'étant renforcé autour d'eux, il y a un moment où finalement
à l'inverse, je veux dire, la saison régulière elle recommence à avoir du sens et de l'importance parce que tu n'auras plus forcément la capacité de passer d'appuyer sur le bouton off-on en playoff. Même malgré ton expérience, malgré ton niveau de jeu, il y a un moment où il faut quand même, je pense que ça se voit en saison régulière, que tu peux avoir des runs. On ne demande pas aux Warriors d'être premiers de la conférence Ouest s'ils veulent être champions. C'est pas ça que je dis. Mais il faut la constance dans les résultats. Et par rapport à ce que tu disais, Shai, ce que je trouve inquiétant, c'est vraiment ces sautes énormes, même parfois à l'intérieur d'un même match, en fait. C'est de concentration, de niveau, d'implication défensive. Moi, je trouve ça quand même relativement inquiétant. Et ce que je trouve aussi inquiétant, c'est que souvent, en fait, quand c'est sur ces profils d'équipe, c'est quand la superstar de l'équipe commence à baisser de pied, et ben finalement, ça fait que tout le niveau autour baisse parce que la star a plus la capacité de performer comme elle le faisait. Et du côté des Warriors, c'est pas le cas, en fait. J'ai l'impression que finalement, celui qui est le plus constant, bah, c'est le meilleur joueur, c'est Stephen Curry. C'est lui qui est toujours aux commandes et qui est toujours au niveau auquel on l'attend. Et en interne, je me demande comment tu commences à gérer ça au bout d'un moment, parce qu'en fait, Clay, il est plus Clay, il ressera malheureusement plus jamais le grand Clay, mais même si je pense qu'il y a quand même une version actuelle de lui qui peut te permettre d'aller loin pour cette équipe des Warriors, et pour pas faire et pour orienter un peu la suite de la discussion, je suis vraiment inquiet quand même sur ce que l'image et le visage qu'arbore Draymond Green, en fait. Il y a un moment, ça suffit, en fait. Je veux dire, tu peux pas tu peux pas te prendre 5 matchs de suspension et 2 matchs après être revenu, te retrouver à nouveau dans une espèce d'échauffourée. Il y a un moment, ça suffit. Et je me demande quand même, je dis, Draymond Green, que j'adore comme joueur, j'adore le joueur, il a apporté énormément à cette équipe des Warriors. Les Warriors n'auraient pas gagné tous leurs titres sans Draymond Green. Je pense que Draymond Green, dans un autre scénario, aurait été bon. Je ne sais pas s'il aurait été excellent comme il l'a été aux Warriors, mais c'est quand même c'est un futur Hall of Famer. Moi, j'enlève rien à tout ça. Il n'empêche que Draymond Green a aussi coûté très cher aux Warriors. Il aura coûté un titre face aux Cavs en se faisant suspendre. Il leur a coûté peut-être potentiellement le fait que Kevin Durant change d'équipe. Il aura coûté peut-être le fait que Jordan Poole se développe autrement. Ça commence à faire beaucoup. Et même, je trouve, ça commence à faire trop. Et à la place de Stephen Curry, vraiment, je suis curieux de voir jusqu'où sa loyauté va le porter quelque part. Parce qu'il serait en mesure et en droit de dire « Mais moi, je suis au niveau, les gars. C'est pas moi le problème. Ça devrait pas être à moi de m'adapter. Soit il faut que ça bouge, mais c'est pas à moi de bouger, en fait. » Et je me demande vraiment comment la dynamique en interne peut rester à l'avenir. C'est ce que j'allais dire, c'est là que ce serait bien de savoir comment ils interagissent entre eux, parce que ça fait des années qu'ils se connaissent. On sait que Steve Kerr et Draymond Green se prennent fréquemment la tête au point de s'insulter, tout ça, et que Curry est un peu l'espèce d'élément bienveillant autour qui entraîne tout le monde par son niveau de jeu, pas toujours le plus vocal, mais il sait l'être quand il faut. Et de l'extérieur, on a quand même l'impression que Draymond a des passes droits, parce que au-delà des suspensions, pas des suspensions, tout ça, le fait que lui-même, dans ses podcasts et en dehors, tu sens la formule qu'il a utilisée une fois et qui, je trouve, est la plus parlante, c'est en gros, on veut pas me laisser être Draymond, quoi. J'ai aucune raison de ne pas être Draymond, c'est-à-dire d'être un joueur, je sais pas, agressif, de pas être, d'ouvrir ma bouche, d'être dans la provocation. Et même à son âge et avec cette expérience, il a l'impression que, tu sais, il est en mode un peu quasi paranoïaque parfois, où il a l'impression que les gens veulent le faire tomber, que lui est dans son bon droit dans tout ce qu'il fait, que ce soit pour remettre en place des jeunes ou pour, comme Jordan Poole, ou dans ses interactions avec d'autres joueurs. Et le truc avec Rudy, ça reste une scène un peu invraisemblable, quoi qu'on en pense, c'est assez improbable. Donc je suis assez d'accord, et paradoxalement, je pense que les Warriors continuent de prendre des pincettes avec lui parce qu'ils savent à quel point il est indispensable, en fait. Sur le terrain, tu l'as dit, c'est un joueur incroyable, c'est un défenseur incroyable. On est sûr qu'il est indispensable. Moi, je pense qu'il est indispensable toujours parce que c'est l'âme de l'équipe, en fait. Je voulais juste rajouter un truc, et puis après je te laisse la parole, Antoine, sur cette question qui est vraiment hyper intéressante. C'est sur le côté paranoïaque de Draymond, et sur le fait qu'on ne me laisse pas être Draymond. C'est un truc de malade. C'est un des joueurs qui a le plus de passes droits dans toute la ligue. Quand tu vois la manière dont il s'adresse aux arbitres dès la première chose, le niveau auquel il est,
tu sais très bien que n'importe quel autre joueur lambda se prendrait direct une technique pour un comportement de cette manière-là. Et au contraire, en fait, la ligue et les joueurs et les arbitres savent qui il est, savent comment il est, et du coup, il a énormément de passe-droit, en fait. Il faut voir à quelles extrémités il faut qu'il en vienne pour se prendre des techniques ou se faire expulser. C'est complètement fou, je trouve, qu'à son âge, parce que c'était, voilà, je sais plus qui notait ça. J'ai vu un observateur NBA qui parlait de son âge, en fait, et se dire, bon, bah, si t'as 24 ans, c'est une chose. Si t'as l'âge qu'il a avec les titres qu'il a, il y a un moment... C'est Kenny Smith. C'est Kenny Smith, merci, ouais. Exactement. Là, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et moi, je pense que Draymond Green est toujours aussi important dans l'effectif des Warriors, le joueur Draymond Green. Mais par contre, il y a un moment, faut que ça rentre dans le cadre, en fait. Faut que... Là, je pense pas que les Warriors de 2023-2024 peuvent se permettre, ou qui puissent se permettre, d'avoir des joueurs qui se font suspendre, ou d'avoir de bouder, ou ils ont plus de marge, en fait. Moi, je pense qu'il y a toujours un scénario dans lequel cette équipe peut être forte et aller loin en play-off, mais pour moi, il n'y a plus de marge, par contre. Faut que tu sois dans le vert partout si tu veux avoir une chance d'aller loin. Et ça, je suis d'accord avec toi. Non, pas du tout. Dans le fond, en fait, je suis d'accord avec vous deux. D'ailleurs, je pense aussi que Draymond Green... D'ailleurs, sur le terrain, il est très bon. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais sur le terrain, il est très bon depuis le début de la saison. Il est adroit à 3 points. Il met plus de points. Il est à 10 points par match. C'est plus arrivé. Alors, j'ai plus la date en tête, mais ça fait des années et des années. Je pense que la dernière fois qu'il tournait à 10 points par match, les Warriors, ils devaient être champions sans Kevin Durant. Donc, il est bon sur le terrain. Je suis d'accord avec Shai. Il est... Je ne sais pas s'il est indispensable, mais théoriquement, il est toujours un moteur dans cette équipe, aussi bien défensivement qu'offensivement. Par contre, on est à une époque où des joueurs comme lui, il y en a un peu plus que par le passé, et où tu peux trouver des alternatives. Je ne dis pas que s'il y a un trade, ça doit être un trade parce qu'il a une valeur très particulière. Je ne suis pas sûr que les Warriors ont les atouts pour faire venir un joueur meilleur que lui au même poste. Mais théoriquement, les Siakam, etc., sont capables de remplir un rôle. Ça va être un peu différent. Bien sûr que Siakam ne sera pas un aussi bon défenseur que Draymond Green et qui ne connaîtra pas les systèmes des Warriors comme Draymond Green. Mais c'est un joueur qui est capable de défendre, qui est capable d'avoir du playmaking, etc. Donc, ils peuvent se réinventer. Et même, je trouve, c'est ce que le titre de 2022 avait montré. En fait, le joueur qui a eu cette espèce de statut un peu obscur et faux de joueur le plus important, c'était pas Draymond Green en 2022, c'était Andrew Wiggins. On avait presque le sentiment que l'éclosion d'Andrew Wiggins avait remplacé un peu Draymond Green, et il y avait même des discussions à l'époque de se dire, bah tiens, maintenant qu'ils ont Wiggins, est-ce qu'ils peuvent pas même se débarrasser de Green, quoi, vu qu'il y avait encore les questions sur son contrat. Donc moi, je pense que si vraiment la Golden State voulait c'est pas le chemin que je prendrais, hein. Mais si Golden State voulait se séparer de Green en cours de saison, ça ne serait pas aussi grave, ça ne remettrait pas forcément en cause leur possibilité d'aller loin en playoff, contrairement à il y a quelques années où je t'aurais dit, bah non, s'il y a un trade de Green, c'est qu'ils ne peuvent plus être compétitifs. Là, je pense qu'il y a des trades. D'ailleurs, un des meilleurs 5 des Warriors cette saison, alors j'ai pas le net rating exact, mais c'est plus 15 ou plus 16, un truc, et sur des minutes conséquentes, je vais regarder que ceux à plus de 30 minutes, c'est un 5 avec Chris Paul, Klay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins et Kevin Looney. Donc Wiggins, c'était dans le rôle de ce poste 4 qui est un peu à tout faire, et il jouait avec les 3 petits, et c'est un des 5 qui marche le mieux. C'est peut-être avec un des 5 avec lesquels, justement, avec ce 5 qui vont finir les matchs. C'est même sans doute ce 5-là à l'heure actuelle avec lequel ils vont finir les matchs. Peut-être que des fois Green sera à la place de Looney, mais il est possible que les Warriors finissent des matchs sans Draymond Green, et du coup ça remet en question, entre guillemets, son côté indispensable. C'était ça que je voulais mettre en avant. Ouais, pour les... Moi, c'est pas incompatible, en fait, le fait qu'il ait besoin de changer, qu'il change quelque chose dans son approche, dans son comportement. Moi, j'ai vu un signal, alors c'est peut-être un tout petit signal, hein, c'est peut-être ridicule et ça changera rien, mais je l'ai entendu parler de Brandin Podziemski l'autre jour, et je me suis dit, là, c'est le Draymond que j'aime bien, c'est un gars qui pousse un jeune joueur qui est performant, un rookie, alors qu'il n'a pas un historique forcément toujours très positif avec les rookies, au-delà même de Jordan Poole, hein. Il a plusieurs fois remis en place, en les nommant ou pas, des mecs comme Kuminga, Moody et tout l'année dernière. Et là, j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur Podziemski, où il louait son intelligence, il louait sa maturité, le fait qu'il était quasi nécessaire dans la rotation, que c'était un mec qui posait beaucoup de questions. J'aime bien le voir dans ce qui semble être l'approche d'un mentor,
ce qu'il doit être avec son âge et son expérience, et l'envie de partager, de transmettre un peu, c'est ce qui doit être le cas normalement avec lui. Donc, alors ça, c'est un signal que je trouve positif, mais ce que je disais, c'est que c'est pas incompatible entre ce changement de comportement avec un peu plus de positif peut-être, et en même temps qu'il soit indispensable dans tous les cas. Donc les Warriors prennent des pincettes, peut-être trop avec lui, mais parce qu'ils savent que défensivement, même avec l'âge qu'avance, c'est le cerveau de l'équipe défensivement, c'est le moteur, comme tu disais Antoine, et même au playmaking, c'est quand même aussi lui qui lance souvent les actions. Il a une telle connaissance du système des Warriors que ça me paraît compliqué de se passer de lui. Et là où ils auraient pu se passer de lui, en tout cas dans le début de saison, c'est si Andrew Wiggins n'avait pas été aussi en perdition, je trouve, par rapport à l'année dernière. Tu as raison, c'est lui qui change l'année du titre. C'est lui qui est le plus important probablement en playoff avec tout ce qu'il fait défensivement, le nombre de rebonds qu'il prend alors que c'était pas nécessairement sa spécialité, Il est une All-Star. attaque fiable. Cette année, même ça a fait sourire. Et pas que grâce au vote des Coréens avec la star de K-pop qui avait appelé à voter. Hein. C'était un All-Star légitime, je trouve. Donc là, à partir du moment où Wiggins a l'air, quelle qu'en soit la raison, hein, on n'a pas exactement la raison définitive de ses absences de l'année dernière. On savait que c'était personnel et les Warriors ont plutôt protégé ce secret-là, je crois. Mais il m'a pas l'air d'être revenu complètement au niveau qui avait permis aux Warriors d'être ce qu'ils ont été en 2022. Et là, il y a eu un petit peu de mieux sur un match ou deux, mais c'est encore insuffisant. Et du coup, pour moi, là, à l'heure actuelle, ils peuvent pas se passer de Draymond Green. Par contre, ils peuvent pas non plus se passer d'un Draymond Green. Ils ont besoin d'un Draymond Green mesuré, qui soit à la fois le joueur qu'on connaît sur le terrain et en même temps qui fasse pas de vagues à côté, parce que t'as raison, Théo, c'est trop. Hein. C'est des distractions dont ils n'ont pas besoin. Déjà l'année dernière avec Poole, là avec ça, tu peux pas. Et ça a été une distraction même avant le début de la saison quasi, parce que toute la communication autour de l'arrivée de Chris Paul, et lui il était très impliqué là-dedans. Non, vous inquiétez pas, on va faire ci, on va faire ça. On s'aimera jamais, mais c'est pas grave, on va trouver le moyen. Je pense que les Warriors ont besoin d'un Draymond discret. Je sais, c'est pas évident, et concentré sur le terrain. Je sais, c'est pas toujours évident non plus. Mais je le considère toujours indispensable en l'état. Ouais, surtout que, voilà, avec ces trucs, on me laisse pas être moi-même. Arrête 2 minutes. Il y a une différence. Tu peux très bien être le joueur plein de feu, d'allant et qui va donner de l'énergie en défense, en attaque. Tu peux le faire, ça, sur le terrain. Personne ne va t'empêcher de faire cette partie-là. Personne ne va t'empêcher de prendre la parole dans les temps morts et de motiver tes gars. C'est juste, il y a un moment, il y a une limite, quoi, entre et en fait au très haut niveau, et la performance, ça passe par le fait d'être sur le terrain, et c'est ça aussi des fois qui fait la différence entre un mec qui va être Hall of Famer ou pas. Que ça soit, souvent on en parle pour les blessures, on dit ouais il avait le talent, etc. Donc quand c'est pour les blessures, bah c'est sûr, t'as un pincement au cœur, tu dis bon bah oui, c'est pas de bol, quoi. Mais c'est aussi sur le fait, là pour le cas de Draymond Green, sur le fait de te contrôler suffisamment pour rester sur le terrain. Ton équipe elle a besoin de toi, quoi. Et à un moment, c'est ta responsabilité aussi de t'assurer que tu vas être là pour aider ton équipe à performer. Tu as très bien fait de cibler la question autour d'Andrew Wiggins, parce qu'en fait, l'année du titre, au-delà d'être très bon, Wiggins c'était le plus constant en fait, quasiment de tous les Warriors, sachant que Stephen Curry a passé à un autre niveau en finale NBA. Voilà, il a su hausser son niveau comme les grandes stars savent le faire, mais sur le reste, c'est lui qui a été le plus constant sur toute la durée. Et là, ce qui pose problème justement, c'est l'inconstance que tu soulignais, où tu vois 2 matchs de suite, tu dis ah ben on a retrouvé Andrew Wiggins, et puis derrière ça pêche, et puis ce qui est compliqué dans son cas, c'est que c'est dur de savoir finalement d'où vient le problème. C'est vrai que l'an dernier, il a manqué des matchs. C'est quasiment la première fois de toute sa carrière pro, en tout cas, qui manquait des matchs. C'est un joueur qui est extrêmement fiable, qui est toujours sur le terrain. Et c'est vrai qu'à son retour, il avait confié que c'était une nouvelle expérience pour lui de voir ce que ça donnait, de devoir se remettre en forme, de se réentraîner après une coupure, parce que finalement c'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu, parce que jamais blessé. Donc est-ce que là on en est encore à ce stade-là? Par exemple, est-ce que son été n'a pas été suffisamment conséquent en termes de préparation physique pour encaisser justement, pour compenser plutôt les absences qu'il a eues l'année d'avant? On ne sait pas. Est-ce que c'est encore les problèmes personnels qu'il a rencontrés l'an dernier qui se poursuivent cette année? On ne sait pas. Mais c'est vrai que sur le terrain, il a l'air un peu perdu, quoi. Je trouve, quand on regarde jouer les Warriors, on le voit plus. Il est un peu transparent, là où avant il était inébranlable quasiment. Bah, il redevient le Wiggins des Timberwolves, en fait, où il y a des matchs où il n'existe pas. Après, les Warriors, via
via ESPN ont fait comprendre, et ça serait la meilleure nouvelle, que c'est justement lié à un manque de préparation. Apparemment, il y a une partie de l'encadrement qui est très frustrée par la préparation physique d'Andrew Wiggins. Ça rejoint exactement ce que tu as dit, c'est que pendant l'été, il n'a rien fait ou il n'en a pas fait suffisamment pour se remettre en forme. Évidemment, c'est un joueur qui n'avait pas l'habitude, tu vois. Si c'est ça, ça justifie, enfin, ça entraînerait il y aurait un peu d'optimisme, c'est de dire au fur et à mesure de la saison va le remettre en forme, et ça expliquerait par exemple pourquoi il est un peu mieux depuis 6 matchs. Parce que là, Andrew Wiggins, il est sur les pires stats de sa carrière, c'est catastrophique. 12 points par match, c'est beaucoup trop peu pour son statut aux Warriors. 4 rebonds, t'en parlais, Shai, les rebonds importants pendant les playoffs 2022, là, 4 rebonds par match, 43% au tir, 26% à 3 points, alors qu'il était quasiment à 40% les années du titre, 59% au lancer, alors en tirant que 3 par match, c'est très faible, un plus-minus négatif. Là, on a le pire Andrew Wiggins depuis son arrivée en NBA. On n'a jamais vu un Andrew Wiggins aussi mauvais. Alors, on n'a pas la raison exacte, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le point clé des Warriors, parce que c'est celui qui était censé être ce fameux deuxième joueur qui est fiable autour de Stephen Curry. Tu vois, par exemple, si on compare, je pense que les Nuggets ont prouvé quelque chose, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'une vraie deuxième superstar. Jamal Murray en est une finalement, mais quelque part, il n'a pas complètement ce statut, c'est un peu bizarre, tu vois. Par contre, que ce soit Murray, Gordon, Michael Porter Jr. ou Kentavious Caldwell-Pope ou peu importe, tous les cadres autour de Jokic dans le 5 majeur, ils sont fiables. Ils sont fiables et ils sont en bonne santé parce qu'ils sont... Enfin, je ne sais pas s'ils seront en bonne santé cette année d'ailleurs, ça sera une des clés, mais en tout cas l'an dernier ils étaient en bonne santé. Je pense que Golden State a cette superstar comme Jokic, en la personne de Stephen Curry, a de la profondeur, a du talent, a plein d'atouts différents. Par contre, est-ce que les Wiggins et Clay ou Draymond Green, pour les raisons qu'on a citées, est-ce qu'ils seront aussi fiables que ce que l'ont été les Michael Porter Jr., les Kentavious Caldwell-Pope et les Jamal Murray? Et aussi, est-ce que finalement ces gars-là, plus Chris Paul qui va avoir 39 ans, est-ce que ces mecs-là, ils vont rester en bonne santé? Ça, je pense, c'est des vraies clés pour Golden State. Et Wiggins comme Clay sont les deux gros points d'interrogation sur cette saison. Clay, il est à 15 points par match, 40% au tir. Alors là, ses stats remontent un petit peu. Je pense que ça a continué de monter. Wiggins, je pense que ça a continué de monter, mais pour l'instant, on est très loin du compte. Et je pense que ça explique en grande partie le mauvais début de saison des Warriors. La frustration de Clay me rassure pas des masses non plus, parce que c'est pas la première fois qu'il peut s'offusquer d'une question, qu'il a pas l'air. Enfin, depuis ses blessures, hein, je parle. Je me rappelle la fois où le journaliste lui avait demandé s'il redeviendrait lui-même, et il avait dit non, évidemment que non. Je me suis fait les croisés. C'était quoi? Les croisés et le tendon d'Achille. Hein. Voilà. Ouais. Donc c'est évident. Je pense que personne ne s'attend à ce que Klay Thompson redevienne le joueur d'avant ses blessures, mais il a montré l'année dernière par séquence qu'il pouvait ne serait-ce qu'assurer le strict minimum pour un joueur de son calibre, c'est-à-dire une forte défense et du scoring relativement ponctuel. Et là, je suis juste un petit peu inquiet de le voir se frustrer, ne pas envisager le fait de potentiellement passer sur le banc à un moment. C'est-à-dire, ce ne serait pas une sanction, c'est peut-être juste une autre formule. Antoine, tu parlais d'essayer de trouver la bonne rotation, la bonne formule, même si c'est pendant un temps. Je veux dire, Curry et Green ont été sur le banc à des moments où ils revenaient de blessure ou de suspension. Enfin, j'aimerais entendre Clay dire... alors ça paraît bateau et probablement qu'en interne, s'il lui demande, il le fera. Mais dire, moi, je suis prêt à n'importe quoi pour l'équipe. Je sais que je suis ce joueur-là aujourd'hui et que j'apporte ça. Et que s'il y a changement de formule, ça se passe bien. Là, c'est global, en fait. C'est l'atmosphère autour de l'équipe, le fait qu'il n'y ait pas... que quand il y a une individualité qui n'est pas bien, j'ai du mal à voir d'autres individualités s'élever pour compenser celle qui ne va pas. Ça passe aussi par la fameuse profondeur qu'on leur imaginait et qui, pour l'instant, a du mal à se matérialiser, parce que même si des jeunes, Podziemski, c'est très bien, mais derrière, Moody a eu quelques bons passages, mais ça reste pas toujours constant. Payton est blessé, Saric, il découvre un peu l'équipe et ce système. Pourtant, il m'a l'air très, très adapté à cette équipe-là, en théorie. Donc, c'est ça. Ouais, Clay, comme tu as raison, Clay et Wiggins, c'est vraiment les... À partir du moment où ils auront retrouvé une sorte de rythme de croisière et une confiance, s'ils la trouvent, et là, on pourra se redemander si la fenêtre, elle n'est pas totalement rouverte. Et juste pour finir, je précise, quand je dis la fenêtre, je parle de la fenêtre de qualification pour les playoffs et de statut de contender, parce que bon, qui gagne, qui fasse finaliste, c'est... Peu importe, je ne suis pas du tout de l'avis de Kevin Garnett qui dit que c'est pas une équipe de play-in, ça c'est absurde. Dire, tu as une équipe où il y a Stephen Curry et où autour qui a été championne ça fera donc il y a 2 ans, c'est impossible de dire que c'est une équipe c'est même pas une équipe de play-in.
Ouais, non. J'ai une stat, Théo, qui peut peut-être orienter la discussion. Le 5 majeur, c'est toujours sur le net rating. Donc, tu prends Curry, Wiggins, Green, Looney et tu remplaces Clay par Moses Moody. Je suis pas d'accord avec toi d'ailleurs. Moody, il a été très constant. Par contre, son temps de jeu n'a pas été constant. Ouais, il y a le match où il avait été. Mais sinon, sinon, il a vraiment. Pour le coup, il est vraiment bon, je trouve. Tu remplaces donc Clay par Moody. C'est le meilleur 5 en net rating des Warriors. C'est le meilleur 5 au différentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 5 qui marche pas très bien en net rating. C'est le 5 Chris Paul, Moody, Kuminga, Gary Payton, Saric. Celui-là, il marche pas très bien. Par contre, tu prends les 4 mêmes. Et donc, tu prends Payton, Kuminga, Saric, Chris Paul et tu remplaces Moody par Klay Thompson. Donc, encore une fois, tu inverses les deux comme pour le 5. Tu as un 5 qui marche très bien, pareil en net rating. Qui, à chaque fois, quand je vous dis très bien, c'est à base de plus 15 points sur 100 possessions. Et c'est vrai que ce deuxième 5, Chris Paul, Klay Thompson, je l'aime beaucoup parce que Klay Thompson, c'est impeccable pour lui d'avoir un mec comme Chris Paul à ses côtés. Pareil pour Kuminga et Gary Payton, très athlétiques. En plus, c'est des bons défenseurs. Ça marche bien avec Clay et Chris Paul. Et Saric, c'est un mec intelligent. Pareil, j'aime beaucoup la complémentarité de ce deuxième 5. Donc, il pourrait y avoir cette idée de se dire, est-ce qu'on n'en changerait pas juste Moody? Est-ce que tous nos problèmes ne se résolvent pas finalement par juste échanger Moody et Clay de statut? Après, pour la confiance de Clay, je ne sais pas ce que ça donnerait. Et puis surtout, est-ce qu'en playoff, au final, on l'a vu, tu as quand même envie que tu aies tes meilleurs joueurs dans ton 5 majeur. Donc, bon, je ne sais pas trop quoi en penser, mais ces stats, je les trouve intéressants en tout cas. Ouais, pour Clay, en fait, moi, la question qui me semble compliquée, complexe, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas simplement un joueur. Alors, c'est super intéressant les stats que tu nous as sortis, Antoine, mais finalement, le truc, c'est que les défenses adverses, elles continuent de traiter Clay comme Klay Thompson, en fait. Parce qu'elles peuvent pas se permettre de se dire, on va le laisser. Il est suivi, il est toujours marqué au short, on le laisse pas prendre de tir, et en fait, il y a un peu comme Stephen Curry, le simple fait qu'il soit sur le terrain oriente les choix défensifs de l'adversaire et oriente aussi les choix, ce que tu peux faire en attaque, en fait. Et je dis pas que le faire sortir du banc peut pas être une option, mais si tu mets Clay sur le banc et que tu changes ton 5, notamment spécifiquement avec Clay, ça change ta manière de jouer, en fait. Vraiment, ça change ta manière de jouer parce que les défenses adverses peuvent faire des choses quand c'est Moody à la place de Klay Thompson qu'elles ne peuvent pas faire quand c'est Klay Thompson, même s'il n'a pas le rendement qu'il avait par le passé. Pour l'instant, en tout cas en saison régulière, les équipes continuent de le traiter en tant que tel et donc lui, il continue d'étirer les défenses et de donner de l'espace autour de lui. Donc c'est pour ça que pour moi, la question, elle est complexe parce que je pense que si tu fais ce changement-là, c'est pas simplement changer un joueur par un autre, c'est un peu un changement de philosophie de jeu et que ça a vraiment un impact qui est assez large. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en début de saison, je sais plus si c'était dans un podcast ou un CQFR, mais on avait noté que le deuxième 5 des Warriors cette année était excellent. Là. C'était un podcast où on avait parlé des Warriors, on était plutôt optimiste à leur sujet. On avait parlé de Chris Paul, de sa greffe, etc. Et à l'époque, je crois que c'était le 5 des remplaçants avait le deuxième meilleur net rating de toute la ligue. Donc on voit aussi à quel point les choses changent. Est-ce que c'est le niveau des Warriors qui a baissé? Est-ce que c'est les adversaires qui sont adaptés aussi à ces Warriors nouveau look? C'est vraiment complexe. Et pour ce qui est de la confiance, bah oui, on sait que moi je pense pas que Klay Thompson soit incapable de sortir du banc. Je le vois pas comme étant un joueur qui va forcément bouder. Mais c'est vrai que on sait à quel point la confiance est importante pour les shooters, pour les joueurs en manque d'adresse. Là aussi, c'est pas simple. C'est pas simple, même si tu l'as noté, Shai, par le passé, Stephen Curry, quand il revenait de blessure, il est sorti du banc, ça posait pas de problème. Ça a boosté la confiance de Jordan Poole à un moment. Et puis, et les Warriors ont su gérer ça. Je sais pas du tout comment ça en est, ce qu'il en est dans le vestiaire. Et juste pour boucler la boucle, parce que je voulais en parler tout à l'heure de Wiggins et ses contre-performances, c'est dur. Alors forcément, c'est le fait qu'il soit pas en confiance ou qu'il soit pas performant impacte le jeu des Warriors, mais je me demande aussi s'il n'y a pas un autre effet dans le sens où les Warriors c'est compliqué et du coup lui son niveau de jeu descend parce que ce que tu disais tout à l'heure Antoine, on a l'impression que c'est le Wiggins des Wolves, j'ai eu l'impression que finalement, arriver aux Warriors, ça lui avait fait énormément de bien parce qu'il avait pu se débarrasser de cette pression. Il avait pu simplement jouer, on faisait pas trop gaffe à lui. Et à un moment, l'année où ça clique, bim, tu te dis, en fait, c'est lui. Alors, c'est pas le meilleur joueur ni le joueur le plus important, mais il est déterminant dans l'avenir de cette équipe parce qu'il était, d'une certaine manière, le fait d'avoir été dans l'ombre lui a permis de se remettre en lumière. Et là,
à nouveau, depuis le début de la saison, les projecteurs sont un peu braqués sur lui et sur ses contre-performances. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une espèce de cercle vicieux autour de tout ça. J'ai fait long. J'ai fait Non, long. mais t'as raison, c'est ça. Mais bon, après, on parle encore une fois de 20 matchs. Il y a toujours moyen de. Tu sais, il y a des exemples. Je crois que c'est Antoine qui avait parlé c'est ce matin, peut-être que tu parlais de la saison où Boston était vraiment poussif toute la première partie de saison jusqu'en décembre et sans forcément changer énormément de choses. Avait fait une deuxième partie de saison mythique pour aller super loin en finale d'ailleurs. C'est cette saison-là. Hein. Donc, moi là où je me pose des questions, c'est est-ce qu'ils seront capables d'avoir un virage comme ça en interne, que ce soit par des changements de rotation, de formule, tout ce que vous voulez, de style de jeu, d'hommes. Est-ce qu'ils seront capables de changer leur dynamique comme ça, ou est-ce que ça va passer par peut-être un trade, même s'il paraît anecdotique, est-ce que ça passe par un changement d'homme, ou est-ce que ça passe par quelque chose en interne? C'est des mecs qui se connaissent depuis tellement longtemps, ils le répètent, ils disent non, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, on sait comment faire ça, laissez-nous le bénéfice du doute, on va y arriver. Le coach, effectivement, il les connaît par cœur. Enfin, la plupart des joueurs qu'il a sous la main, il sait comment leur parler, comment théoriquement les pousser à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est juste là, j'ai pas encore la réponse. Je sais pas est-ce qu'il faut faire un move ou est-ce qu'il faut attendre que les choses se passent mieux, que tout le monde revienne de blessure, que tout le monde ait son rendement optimal. C'est mon interrogation sur cette équipe-là en fait. Ce qui me fait le plus peur avec cette équipe, c'est qu'elle est. Je pense pas que moi sa fenêtre soit fermée donc, mais par contre, comme tu as dit Théo, elle a plus aucune marge et je suis pas sûr qu'elle s'en rende compte. J'ai l'impression qu'elle est, tu vois, que ce soit Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green, qui tu veux, j'ai pas l'impression qu'ils aient complètement conscience qu'en fait, ils sont obligés d'être, s'ils veulent gagner aujourd'hui, faut avoir faim comme en 2015 en fait. Faut que tu prennes chaque match au sérieux. Et moi, j'y arrive pas. Genre, je vois bien Golden State remonter. Je pense que Wiggins et Clay, les deux vont mieux jouer et que juste avec ça, en fait, et quand ils seront complets, parce que pour la première fois, ils arrivent à bien tourner quand Stephen Curry n'est pas là. Leur deuxième 5, il est toujours bon. Hein. C'est juste qu'il est plus au complet. Mais quand Chris Paul est là, Chris Paul a un vrai différentiel positif. Ils sont bons à chaque fois qu'il y a Chris Paul sur le terrain. Donc, ils arrivent à jouer sans Stephen Curry. Leur 5 majeur, il n'a pas très bien tourné, mais parce que 2 des principaux membres de leur 5 majeur, ils n'ont pas été bons. Et il y en a un autre, Draymond Green, qui a été suspendu et blessé. Donc, je pense que il y a un moment où, logiquement, ce 5, il va très bien fonctionner. Et c'était encore le meilleur 5 de la Ligue l'an dernier. Donc, ce 5, ça va marcher. Il y a de la rotation, il y a de la profondeur. Je pense qu'il y a des moments où ça va beaucoup mieux tourner. Le début de saison, il ne faut pas oublier, ils ont gagné 6 matchs de suite, en fait. Oui, ça s'est un peu écroulé depuis, mais il y avait un discours totalement différent au moment où ils étaient à 6-1, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et sachant que le premier match contre les Suns, ils sont pas loin de le gagner. Ils auraient pu être à 7-0. Donc, franchement, moi, je pense que ça va remonter. Par contre, je ne sais pas quelle sera complètement leur régularité, tu vois. Je vois bien les Warriors des fois être trop faciles, à l'image de Stephen Curry, en fait. Ils sont l'ADN du principal mec de la franchise. C'est que de ne pas avoir ce truc de se dire, ah non, mais nous, en fait, on est obligé de jouer chaque possession dès maintenant, dès le mois de décembre. Et est-ce qu'à 38 ans, 35 ans, 34 ans, est-ce qu'ils ont la foi de le faire? Est-ce qu'ils ont le recul pour le comprendre? C'est plus ça qui me fait peur chez les Warriors, en fait. Plus que le besoin d'un trade. C'est cette discussion de se dire, mais là, maintenant, en fait, il faut que tous les matchs, on se donne à fond. Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, le seul cas de la marche, c'est Curry, quoi. Moi, je trouve, en fait, finalement, dans le jeu, de manière individuelle, c'est celui que je vois capable de activer l'option superstar les moments où il en a besoin. Mais le truc, et c'est là que je te rejoins, c'est que le reste de l'équipe a pas ce luxe, en fait. Il n'y a qu'un seul joueur dans toute l'équipe qui peut le faire, c'est lui. Et encore, on sait très bien que quand tes performances sont basées sur l'adresse, c'est pas forcément une garantie non plus. Mais le reste de l'équipe doit prendre les choses plus au sérieux. Alors, est-ce que effectivement, peut-être que comme en début de saison, on était super optimiste, peut-être que là, on surréagit. Et c'est bien ce que tu as reprécisé, Antoine, là, sur l'importance des blessures récemment et le très bon début de saison qui avait été fait. On peut peut-être parler de trade. Moi, c'est vrai que j'ai énormément de mal à imaginer un trade d'envergure des Warriors pour la simple et bonne raison déjà qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est une équipe qui a quasiment jamais bougé à la trade deadline historiquement. Alors, certes, le GM a changé. Hein. C'est plus Myers, maintenant c'est Mike Dunleavy Jr. Mais j'ai du mal à imaginer un trade et surtout pas un trade d'envergure parce que, encore une fois, je pense que si tu touches à Klay Thompson ou Draymond Green, tu es quasiment obligé de réinventer ton jeu.
Et je pense que ça te barre pour le coup vraiment un chemin long en playoff. Je pense que c'est pas à ce stade-là de l'équipe que tu peux te réinventer de cette manière-là. Après, il y a aussi la possibilité de ne toucher à aucun des deux, parce que je suis d'accord Bien avec sûr. toi, hein, c'est tellement l'ADN, ce trio qui a évolué ensemble depuis des années, qui a tout gagné. Euh, je pense alors, Bill Simmons, il sort des propositions de trade toutes les 10 minutes. Elles se matérialisent rarement, mais parfois elles ont du fondement. Il entend aussi des choses à travers la ligue. Et dans sa proposition de trade, il n'y avait ni Thompson, ni Green. Et il imaginait, alors clairement, lui, il pense que Siakam, c'est le joueur qui veut pour les Warriors, comme on en a parlé au début. Siakam, de mon avis, hein, c'est un joueur qui est parfait pour plein d'équipes, hein, soit pour passer un cap, soit pour combler des problèmes. Et lui, il imaginait Siakam contre Andrew Wiggins, donc pour lequel il a l'air de ne pas avoir trop d'optimisme sur sa capacité à redevenir lui-même. Et Kuminga, l'argument, c'était de dire c'est la 3e année, je ne sais toujours pas ce qu'il est ou ce qu'il peut être, il a besoin d'un changement de décor. Et lui, c'est comme ça qu'il verrait les choses. Et ça conserverait le noyau, le fameux trio, tout en apportant un mec plus. Un All-Star, quoi. Un All-Star qui est capable de faire un peu tout, d'être du liant, sur le modèle de ce que les Bucks. Alors, c'est pas le même poste, hein, mais sur le modèle de ce que les Bucks ont fait avec Jrue Holiday quand ils ont été champions. Donc, un move pour un joueur de calibre All-Star sans complètement exploser ton noyau de cadre, quoi. Après, je sais pas qui dirait non, qui serait plus intéressé par un move de ce genre-là, hein. Ou si même Magdon Levy a envie de se démarquer de ce que Bob Myers a fait, ou est-ce qu'il a envie de créer son propre chemin. Il y a plein d'interrogations et d'inconnus, mais moi, je suis pas du tout fermé à l'idée qu'il tente quelque chose. Je ne sais pas exclure parce que, comme je disais, il y a une sorte l'atmosphère me paraît un tout petit peu pesante et incertaine autour de l'équipe. Et encore une fois, je juge ça de l'extérieur. Je ne suis pas ni dans le vestiaire, ni dans les coulisses de l'équipe. Mais on a quand même, on commence à avoir de l'expérience avec cette équipe. C'est-à-dire qu'on la connaît, on connaît ses joueurs, on sait comment ils communiquent, comment ils réagissent, ce que veut dire leur période de méforme, leur période de mieux. Là, c'est juste que je trouve l'atmosphère particulière et que donc, je n'exclus pas totalement qu'il y ait un trade. Ça, ce serait un énorme trade, hein, Siakam qui vient, mais ça pourrait être aussi un autre trade d'ajustement d'un genre différent, et là pour lequel j'ai pas tellement de propositions pour le coup. Après, le truc, c'est que son trade, il marche pas en fait. Ouais, il marche pas très bien. Il faudrait rajouter des mecs. Parce que les Raptors, c'est vrai que j'ai dit. Et les Raptors n'ont pas d'intérêt à faire ce trade, exactement. En fait. Moi, j'en ai un qui colle niveau salaire et que je trouve c'est avec le même. En fait, c'est-à-dire, je suis d'accord avec Théo. Je pense que tu peux pas transférer Klay Thompson et Draymond Green en cours de saison. Ça fait trop de changements, c'est trop bizarre. Si tu dois faire un changement comme ça radical, tu le fais pendant l'été et comme ça, tu te prépares à jouer différemment. Et tu te dis, ok, on a Stephen Curry, c'est un des 5 meilleurs joueurs du monde, donc théoriquement, on doit pouvoir lutter pour le titre. Maintenant, quelles sont les pièces qu'il faut autour? Clay, ça marche pas. Dre, ça marche pas. Ok, on change maintenant, pendant l'été. Et tu réfléchis à comment tu construis. Quand tu as plein d'opportunités, parce que tu peux signer des joueurs, parce que tu peux faire des trades, c'est plus facile. En plus, Clay serait free agent à la fin de la saison, donc c'est plus facile de décider. Je pense qu'aucun des deux sera bougé pendant la saison. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux remplacer assez facilement Wiggins et Kuminga. Déjà, Kuminga, au final, on se rend compte que tu as de la profondeur sur le banc. Moody, il est bon. Gary Payton, il est bon. Podziemski, il est bon. Saric, il est bon. Chris Paul, il est bon. Trace Jackson, on le voit peu. Trace Jackson Davis, mais il n'est pas mauvais. Donc, tu as de la profondeur. Super Kuminga, des joueurs que tu peux récupérer des atouts. Kuminga, tu peux te permettre. Wiggins, je pense que tu peux te permettre aussi. C'est le genre de mec un peu plug and play. Tu peux te permettre si tu récupères un mec du même poste. Je trouve que Siakam, c'est une bonne idée. C'est un très bon joueur. Mais Siakam poste 3, je ne sais pas. Ça me semble trop proche de Draymond Green. Tu vois. Siakam, ça m'intéresserait s'il lâchait Green. Et en plus, je pense que les Raptors n'ont pas d'intérêt à faire ce trade, dans le sens où si les Raptors ils doivent reconstruire, ils veulent plus d'assets. Parce que Wiggins, il est déjà presque trop vieux. Ok, il est canadien, c'est cool, mais il est trop vieux pour que tu reconstruises autour de lui. Et Kuminga, quelque part, tu as déjà Anunoby Barnes. À Kuminga, on ne sait pas trop, c'est un All-Star. C'est intéressant pour une équipe qui reconstruit, mais pas non plus. C'est intéressant. Je sais pas au point. Il faudrait que tu aies plus de pics, je pense, dans le deal. Par contre, il y a une autre équipe qui est vraiment en reconstruction. Il n'y a même pas le doute. Et elle a aussi un poste 3 un peu de ce style-là. Et c'est les Portland Trail Blazers. Et il y a un joueur, Jeremy Grant. Si tu changes Wiggins et Kuminga qui, je pense, aura beaucoup plus d'intérêt pour Portland, qui est sur le très long terme que pour Toronto, tu fais Wiggins, Kuminga, un pic.
sachant que les Blazers, ils peuvent toujours essayer de refourguer Wiggins plus tard. Là, pourquoi pas aller chercher Jeremy Grant, qui sert plus à rien à Portland, qui est un peu plus amené, je pense, à jouer poste 3 que Siakam, parce qu'il peut mettre des shoots à 3 points en tant que spot-up shooter plus que Siakam. Siakam, il a quand même besoin du ballon entre les mains, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Grant, il peut jouer sans le ballon. Il l'a fait plein de fois, que ce soit à Denver, à OKC. Alors oui, c'est devenu une star, entre guillemets, mais je pense que ça serait un mec qui serait fiable. Ça fait un moment qu'il est à plus de 20 points par match. Si tu te dis, OK, Wiggins, c'est mort physiquement, je pense que tu as plus de chances d'aller faire ce trade avec Portland et d'avoir du coup ce nouveau poste 3 fiable. Et je dirais même que ce serait même un trade très intéressant potentiellement pour Golden State. Ça peut leur faire passer un petit cap, je pense. J'y avais pas pensé, mais je le trouve parfait. Enfin, après, moi, j'adore Jeremy Grant et je pense que c'est le genre de joueur qui parfois a été trop fort pour l'équipe dans laquelle il était et parfois, trop utilisé avec un rôle trop important dans l'équipe dans laquelle il était et parfois pas assez utilisé par rapport au niveau de l'équipe dans laquelle il jouait. Là, les Warriors, moi j'aime bien. J'espère que les GM t'entendront. Je trouve ça bien parce que j'aime pas quand des joueurs comme lui sont aussi. Alors coincés, c'est un terme un peu. Le gars a un contrat gigantesque, hein, il est pas malheureux, mais sportivement, c'est un mec qui peut avoir le même type d'effet qu'un Aaron Denver quand il est arrivé dans d'autres circonstances, mais j'aime bien ta proposition de trade en tout cas. Il aurait pu avoir le même rôle qu'Aaron Gordon en restant à Denver d'ailleurs. Et en partant pas s'enterrer à Détroit. Ouais. Mais ouais, non. C'est. Moi j'ai l'impression quand même. Enfin, la partie Wiggins, moi je serais quand même. J'aurais tendance à être plutôt optimiste par rapport, en reprenant un peu ce que disait Antoine, si c'est effectivement un manque de conditions physiques, si c'est un. Voilà, il est encore suffisamment jeune pour vraiment pouvoir rebondir et t'apporter. La question Kuminga, en fait, on la retrouve quasiment à chaque fois au cœur de quand même. Au bout du compte, la draft des Warriors reste leur principal problème parce qu'en fait, le fait de s'être complètement planté sur James Wiseman les a vraiment plombés en fait. Parce que si Kuminga était toujours incertain, mais que Wiseman avait été, alors je dis pas forcément All-Star, mais quand même, ne serait-ce que s'ils avaient pu le mettre sur le terrain, s'il avait pu prendre la place de Kevin Looney, et sur le papier, tu dis, bah c'est pas ouf de demander ça à un mec qui a été drafté aussi haut à la draft, mais au bout du compte, tu vois à la fois la valeur qu'a Kevin Looney, vraiment, dont je suis archi fan, hein, j'ai ma carte de... je suis président du fan club français des Kevin Looney. Il a le poster, oui, il a le poster dans la chambre de Kevin Looney. Il est en face de moi, c'est pour ça que vous le voyez pas, mais j'ai un poster life size en taille nature. Mais ouais, ça continue quand même à leur poser des problèmes parce que c'était ça qui était attendu. Même au moment de la draft, on savait, Wiseman, les observateurs étaient assez partagé sur son potentiel, sur son niveau. Déjà, à l'époque, on se posait la question de savoir si Golden State n'aurait pas mieux fait de même carrément échanger son pick avant même la draft, en fait. Balancer le deuxième pick pour aller chercher un autre joueur qui pourrait être plus aligné avec la fenêtre de performance de ses cadres. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours ça, au bout du compte, qui plombe entre guillemets, parce qu'ils ont quand même réussi à aller choper un titre entre-temps, mais qui pose problème et qui pose des problèmes de fond à cette équipe. Je salue ta retenue de ne pas avoir pas avoir parlé de Franz Wagner aux Warriors, qui est ta marotte, ton what if quasi ultime des dernières années. Je me suis dit, je vous saoule déjà suffisamment avec d'autres choses à longueur de journée, j'avais pas vous remettre. Il passe à un pic d'avoir Anthony Edwards. Vous vous rendez compte? Il passe à un pic d'avoir à quelques boules de loterie d'avoir Anthony Edwards. Et là, je pense que la question de la dynastie, elle se pose plus du tout. Quoi. Mais non, Steve Kerr a dit qu'il n'aurait jamais pris Anthony Edwards, tu te rappelles pas? Il ne pas assez. Et si, il y avait la Melo Ball aussi, mais la Melo Warriors, qu'est-ce que ça... Bah, la Melo aurait eu plus de valeur si ça n'avait pas fit, au bout du compte, ça n'avait pas collé. La valeur aurait été autre que celle de James Wiseman. Probable. Non, mais c'est terrible si tu regardes la draft 2020. Après, c'est cruel, mais derrière, tu vois, il y a Devin Vassell, Tyrese Haliburton. Mais c'est des mecs qui sont draftés 10-11, tu vois. Haliburton, même, c'est complètement fou quand même, au bout du compte, de voir qu'il y a 13 équipes qui sont passées au travers du potentiel du gars. Je crois que c'est sa mécanique de tir, je sais pas, elle a fait flipper trop de monde alors qu'il était déjà fiable. Il était annoncé top 5 à un moment. Ouais. C'est ouf. C'est un des plus gros styles. Enfin, faudra voir dans quelques années, hein, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un des
plus gros styles de ces dernières années. À l'époque, on parlait des Manu Ginobili qui avaient été chopés au deuxième tour, ou Tony Parker en toute fin de premier tour, mais là, c'est du même calibre pour l'instant, Haliburton. Si ça devient le meilleur joueur de l'histoire des Pacers, ce qui est une possibilité, hein, s'il reste dans le. J'entendais ce débat-là l'autre jour, est-ce qu'il est capable de. À partir du moment où c'est Reggie Miller qui est un peu mythique pour ceux qui ont grandi dans les années 90, qui l'ont vu jouer, mais en termes de palmarès et d'accomplissement, c'est pas le joueur indéboulonnable, quoi. Au niveau, donc il se demandait si Haliburton pouvait pas être ce joueur-là, mais ouais, je suis d'accord pour le style, c'est sûr. C'est assez fou. Moi, je crois que c'était lié à la mécanique de tir, au fait qu'il c'était pas un freshman, alors que du coup le plafond paraissait moins. Enfin bref, on était sur les Warriors, on a dérivé sur Haliburton, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de voir. Tu te dis que ça joue la NBA, des fois, ça joue à pas grand-chose. Ils avaient tellement d'options. Je pense que c'était presque comment tu dis, quand c'est à la fois une bénédiction et une malédiction d'avoir pioché aussi haut. Parce qu'en vérité, si tu pioches à partir de 7, c'est plus simple de prendre Vassell ou Haliburton ou Avdia, tu vois, ou des mecs comme ça, parce que tu n'as pas cette pression du deuxième choix. Ah non, deuxième choix, il y a Wiseman quand même, il est annoncé comme une future superstar. Tu te sens un peu obligé, tu sais pas trop, est-ce que tu transfères le pic ou même est-ce que tu trade down. Ils avaient plein de possibilités. Soit tu dégages complètement le pic contre une star, soit tu tentes de prendre le meilleur joueur, soit tu prends le meilleur fit, soit tu prends le meilleur prospect, soit tu descends un peu à la draft et tu récupères un asset de plus. Mais si tu descends à la draft et que le mec que tu prends en 7, il est tout pété et que Wiseman il explose en 2, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu passes. Et je pense que c'est ça qui les a mis dans le trou, c'est de piocher aussi haut, quoi. Il fallait soit piocher en 1 et du coup il y a pas trop de débat et tu chopes. Mais c'est vrai que 2 années de suite, ils ont un pic dans le top 7. Le pic de Kuminga, il fait mal aussi quand tu sais qu'il y a Franz Wagner juste derrière. Bon, c'est. Après, au jour de la draft, tu pouvais pas deviner non plus. Moi, j'avais pas deviné que Franz Wagner allait passer des caps aussi rapidement, hein, honnêtement. Faut être honnête, quoi. Mais c'est vrai que tu dis. En fait, c'est les boules parce que tu dis avec le recul, finalement, Chat, il m'a remis dessus, là. Il était parfait, en fait. Le joueur, il est parfait pour ce dont ils ont besoin, la manière dont il joue, et en même temps, il leur aurait offert autre chose en plus, quoi. Et tu peux le faire jouer avec Clay, tu peux le faire jouer à la place de Clay. Enfin, il est. Bref. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était. Au bout du compte, je pense que c'était parmi les. Tu vois, dans les 10 premiers picks, c'était peut-être celui dont le fit était le plus simple, en fait, pour les Warriors. Là où c'est important, là où ce que tu dis est important, c'est que cette équipe, que la fenêtre soit fermée ou non, elle sera fermée un jour et l'aventure va prendre fin à un moment. Et qu'est-ce qui restera, du coup? Alors que s'ils avaient réussi, pu assurer que ce soit via Kuminga qui serait devenu un. Alors, il faut pas l'enterrer, hein, c'est un mec qui a quand même un fort potentiel, surtout athlétique, mais un fort potentiel. Mais s'ils avaient pu avoir un autre joueur qui était prêt à prendre la relève une fois que Curry, Thompson et Green seraient partis, ça aurait changé. Là, moi, c'est plus dommageable pour le moyen long terme, parce que finalement, ils ont quand même gagné un titre sur cette fenêtre sur 2022 et ça les a pas. Le choix les a pas pénalisés à court terme, enfin sur l'instantané, quoi. Mais tu sais, c'est un petit peu comme les Pistons avec le choix de Milicic, en fait. Tu dis, bon, ils ont quand même gagné le titre en 2004 avec Milicic qui jouait pas, et tu peux te dire en même temps, mais s'ils avaient pris Carmelo, est-ce qu'ils en auraient pas pris sur les années? C'est des trucs, bon, on saura jamais, mais c'est un petit peu le point d'interrogation. En tout cas, effectivement, je pense que c'est une des choses un des facteurs importants de leur problématique actuelle. Et c'est triste à dire, mais le fait de s'être planté sur cette draft-là, je pense que, quoi qu'il arrive, le moment où la fenêtre se refermera, elle sera fermée pour un bon moment, parce qu'ils devront repasser par une vraie reconstruction en retapant le bas pour aller chercher des draft picks. Et la seule option qui leur restera, s'ils veulent éviter ça sera un trade de Stephen Curry. C'est finalement la seule... Alors, je parle pas pour maintenant, bien sûr, je dis dans les années à venir, mais je pense que ça sera la seule option qui leur permettrait s'ils voulaient soit d'accélérer la reconstruction, soit de rester à un niveau un peu plus, de pas tomber aussi bas que d'en passer par une vraie reconstruction. Et là, c'est d'autres types de questions qui se posent à ce moment-là. C'est comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle du joueur qui t'a apporté autant de titres, qui a fait de toi l'une des franchises non seulement les plus performantes, mais aussi qui génère le plus d'argent de toute la ligue. Bon, là, j'anticipe un petit peu ces questionnements, mais malheureusement, je pense qu'on pourra remonter à ce moment-là, on pourra remonter la trame jusqu'à la draft de James Wiseman. Mais parce qu'en fait, ils ont au-delà de cette draft-là, mais sur l'ensemble, ils ont voulu jouer sur 2 tableaux et ils se sont brûlés les ailes. C'est que tu peux pas, dans le sport pro,
quelle que soit la ligue, c'est très dur de à la fois jouer le titre et le développement de tes jeunes talents de demain. D'ailleurs, il y a eu des oppositions au sein de la franchise. On le sait, on ne sait pas exactement entre qui et qui, mais on a cru comprendre que c'était notamment entre Joe Lacob et tout ce qui va être staff et les principaux joueurs, Curry, etc. Il y a eu des oppositions entre la stratégie à adopter. Ils ont absolument voulu jouer sur les deux tableaux. Alors, ils ont gagné un titre, mais c'était pas vraiment une réussite, parce que même si Jordan Poole, il a contribué, ça a été une contribution juste d'un an, et les jeunes, les Moody, Kuminga n'ont pas joué sur ce titre de 2022. C'est vraiment les cadres qui sont allés chercher ce sacre. Et du coup, ils ont été trop gourmands à se dire, bon, bah non, mais nous, on est les meilleurs. Et en plus, en même temps qu'on est les meilleurs, on va préparer pour être les meilleurs dans 10 ans. Et oui, je suis d'accord avec toi, il y aura forcément une reconstruction. Par contre, s'ils ont de la chance, bah voilà, les Spurs, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore au sommet et ils ont chopé Wembanyama. Tu vois, tout dépend suffit des fois d'une année où tu tankes et tu as la bonne personne directe. C'est toi et ta chance, quoi. C'est toi et ta capacité à drafter, quoi. Les sommets des Spurs, c'était un petit moment quand même. Ouais, mais 2004, oui, bien sûr, mais tu joues les playoffs encore il y a 2 ans. Tu vois, il y a 2 ans, tu es encore en playoffs. Et quelque part, ils auraient été longtemps au sommet si Kawhi Leonard s'était pas barré, tu vois. Oui, donc, Puis bon, ça donne pas la même impression. Ok, c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué pour le titre. La dernière année, c'est vraiment 2014. Et encore, non, qu'est-ce que je raconte 2000, quand il y a Leonard, 2017-2018, ils sont encore là, tu vois. Donc ça fait 5 ans, ils jouaient le titre. Ça fait même pas 5 ans, tu vois, qu'ils étaient encore en course pour le titre. Ça semble pas beaucoup pour une équipe qui a été aussi forte. Peut-être de se dire, bah là, ouais, c'est bon, ils ont Wembanyama, leur avenir à assurer, tu vois. Mais il y a plein de dirigeants qui se réjouissent du fait que ce fameux projet des deux tableaux ait pas marché pour les Warriors, parce que il y avait ce fameux article où Joe Lacob disait qu'ils avaient des années-lumière d'avance, et du coup les mecs, à chaque fois que ça se passait bien pour Golden State, ils disaient, de toute façon, on est light years ahead. Et donc là, il y en a plein qui se réjouissent parce que vous avez voulu jouer sur les deux tableaux et réussir quelque chose d'impossible, et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'ils se sont un peu brûlés les ailes avec cette tentative, mais ça posera des questions pour l'avenir. Là, en attendant, on va déjà voir s'ils arrivent à redresser la barre cette saison. Allez, peut-être pour clôturer, une question ferme là, pour vous deux. Là. Les Warriors cette année, playoff. Donc je parle pas play-in, je parle playoff. Playoff ou pas pour les Warriors cette saison? Oh bah oui, quand même. Enfin, ah oui, du coup top 6, quoi. Ouais. Enfin, ou alors via le play-in. Moi, je pense que quel que soit leur classement en saison régulière, oui, je pense qu'ils vont suffisamment redresser la barre pour être en play-off. Par contre, je les vois pas aller au bout. Ouais, bah. En début de saison, ils étaient dans mes 2-3 favoris. Là, j'ai tendance à je pense qu'ils ont reculé un tout petit peu dans ma hiérarchie des contenders. Ouais. Moi, playoff, oui, sans hésitation. Titre, non, sans hésitation aussi. Ouais, je vais pas faire original, hein, je vais dire comme vous, parce qu'en fait, même si je pense pas que ça soit impossible pour les Warriors, je pense pas que la fenêtre soit complètement fermée, que ça soit impossible même cette année, mais je pense que là, il y a trop de variables en fait. Il y a trop de variables entre leurs problèmes en interne, le fait que d'autres équipes autour d'eux se soient énormément renforcées et soient émergentes. Même, on peut pas parler rapidement, mais une équipe comme OKC qui peut vraiment, je pense, tendre des guet-apens pas possibles à toutes les équipes de l'Ouest en play-off. Voilà, je pense qu'au bout du compte, il y a trop maintenant trop de variables qui complexifient les choses pour les Warriors. Il faudrait un run historique incroyable, je pense, pour qu'ils puissent aller, ne serait-ce que peut-être jusqu'en finale de conférence, voire en finale NBA. Il faudrait une série d'événements incroyables. Ça reste dur à y croire à l'heure actuelle. Après, peut-être qu'on surréagit un petit peu au vu des dernières contre-performances. Si Draymond Green revient bien, si Klay Thompson retrouve un peu d'adresse, si Andrew Wiggins règle ses problèmes, ça fait énormément de si. Mais effectivement, il faut en passer par là si les Warriors voulaient aller loin. Et Curry a pas encore activé dur de voir les équipes. Ah non, je disais juste que Curry a pas encore activé le mode bombe atomique où il met 50 points 3 fois en 8 matchs. Enfin, il est capable aussi, je trouve, même si on l'a épargné à juste titre là, dans notre discussion, je pense par contre qu'il a encore un palier qu'il peut atteindre pour, même si c'est pas forcément judicieux sur le long terme en vue des playoffs, je pense qu'il a encore un palier en lui pour claquer des énormes perfs au scoring, par contre.
Non, mais ça, je partage, mais c'est un petit peu la même discussion qu'on avait quand on parlait de KD ou de LeBron. Ça, t'as envie que ça soit en playoff, en fait. T'as pas envie d'avoir besoin que Curry fasse une semaine à 42 points de moyenne pour essayer de choper le 7e spot et avoir une chance d'être en playoff, en fait. C'est toujours ça le problème, quoi. Allez, je vous propose de refermer là cette page Warriors, à moins que, Antoine, t'avais quelque chose d'autre, non? Non, impec. Donc c'était juste pour t'afficher un petit peu sur la fin. Je prendrai un blâme demain, j'irai faire... Bien vu, c'est de bonne guerre. Allez, non, mais voilà, on va refermer là la page sur les Warriors. Juste, je vous rappelle, mais vous connaissez, mardi soir, il y aura une late session. Si vous voulez suivre Chat et Antoine, leur poser tout un tas de questions. Là, vous n'êtes pas obligé de rester sur le basket. Autant ce à quoi il fallait répondre du samedi matin, on va rester sur le basket et la NBA. Autant mardi, vous pouvez vous lâcher si vous voulez connaître. T'inquiète pas, il se lâche bien déjà, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, les soins capillaires de Shai, les techniques pour s'endormir en 2 minutes d'Antoine Pimel, ou comment gagner une bataille de neige face à des Yougoslaves quand on est en Allemagne. Vous pouvez poser toutes ces questions pendant le live. Je vous rappelle, Une saison en enfer, le premier livre de l'équipe Rivers, disponible sur Basket Session, tout comme le MOOC 13 sur les losers et aussi un certain nombre de nos anciens numéros. Il en reste encore quelques-uns. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et nous, on vous dit dès demain matin pour le CQFR. À demain. Ciao. Ciao. À demain. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.